Bonjour à toutes et à tous. Je vais partir du principe qu'il est encore temps de vous souhaiter une bonne année 2022, et avant de commencer, je précise que le Festival du Fantastique de Béziers est partenaire de cette vidéo. C'est un festival qui promeut la création autour du fantastique et qui propose un concours annuel de courts-métrages, d'illustrations et de nouvelles auxquels vous pouvez participer, alors je vous donne rendez-vous à la fin de la vidéo pour vous en dire plus. En attendant, bienvenue dans cette nouvelle analyse de personnages. En octobre dernier, j'ai eu l'honneur d'être invitée par le collectif Panic Cinéma pour présenter une séance au Forum des Images. Et le film projeté, c'était Jusqu'en Enfer de Sam Raimi. Un film que j'aimais déjà beaucoup, mais en travaillant dessus pour préparer la séance et en discutant ensuite avec les spectateurs, j'ai réalisé qu'en fait ce film était vraiment passionnant et que j'avais envie de pousser plus loin la réflexion débutée lors de cette soirée. Merci donc encore à Panic Cinéma de m'avoir invité à cette séance, n'hésitez pas à vous renseigner sur leur programme de projection, le lien est dans la description. Jusqu'en Enfer, c'est donc un film d'horreur avec une bonne dose de second degré, réalisé par Sam Raimi et sorti en 2009. Il raconte l'histoire de Christine Brown, incarnée par Alison Lohman. Oui, le coup de foudre de Ewan McGregor dans Big Fish. Christine Brown est une jeune conseillère bancaire qui va tout faire pour échapper au démon qui la poursuit depuis qu'une vieille dame un peu rance la maudisse pour lui avoir refusé un prêt, la condamnant à être expulsée de chez elle. Une histoire de malédiction donc, comme il y en a tant dans le cinéma d'horreur. Et pourtant, j'estime que ce film est passionnant justement dans sa manière de traiter le motif de la malédiction. En effet, une double lecture peut se pratiquer sur toute la longueur du film, entre malédiction d'échelle divine, ou en l'occurrence diabolique, et malédiction d'échelle individuelle, avec une dimension plus psychanalytique, où on comprend que ce que Christine interprète comme une persécution extérieure est en fait une conséquence de ses propres craintes. Je vais donc vous proposer d'étudier en quoi le personnage de Christine incarne une interprétation moderne de la malédiction, en interrogeant le traitement du point de vue dans le film. On verra d'abord comment les événements surnaturels sont mis en scène comme une projection de l'esprit de Christine, puis comment sa ligne de conduite est soumise à ses obsessions. Et enfin, on verra comment la mise en scène indique que Christine est en fait la seule responsable de ce qui lui arrive. Je glisse maintenant qu'il existe des vidéos anglophones très complémentaires de l'analyse que je vais faire, qui présentent tout ce que va vivre Christine comme la métaphore d'un trouble alimentaire. C'est justement Marie Casabonne qui m'avait parlé de ses interprétations lors de la séance Panic Cinéma, et je pense qu'elles sont complètement justes. Entre évocation récurrente de problèmes liés à la nourriture, l'obsession pour les choses répugnantes avalées, la crainte de la décomposition du corps, etc., c'est complètement pertinent et je pense vraiment que le film parle de ça. Mais comme ça a déjà été expliqué, je vous mets les références des vidéos en description, et moi je vais davantage me concentrer sur la mise en scène de la malédiction comme une responsabilité personnelle, plutôt que sur la thématique alimentaire. Avant toute chose, un rapide résumé du film, et si vous ne l'avez jamais vu, c'est le moment où vous nous quittez, histoire de ne pas être spoilé dans tous les sens. Le film commence sur une scène d'exorcisme où une médium essaye de sauver un jeune garçon des griffes du démon qui lui cherche des poux. C'est un échec cuisant, si j'ose dire, vu que le gamin passe par-dessus la rambarde des escaliers et se fait aspirer tout de go dans les entrailles brûlantes de l'enfer. Générique. On reprend aux côtés de Christine Brown, une jeune femme manifestement toute gentille et toute douce, qui lorgne un poste de manageuse dans la banque où elle est conseillère. La promotion se joue entre elle et son collègue faux cul, alors son patron lui dit de ne pas hésiter à montrer les dents. Elle décide donc de refuser la demande de prolongation de prêt d'une vieille dame à l'hygiène douteuse qui risque l'expulsion de sa maison. La vieille dame en question, Mrs. Ganush, décide de se venger de Christine en essayant de mi-lui casser la gueule, mi-lui sucer la figure, mais surtout en lui jetant une malédiction à travers un objet qui lui appartient, l'un des boutons de son manteau. À partir de là, Christine va subir moult manifestations paranormales plus ou moins violentes. Elle essaye de se faire pardonner de Mrs. Ganush, mais celle-ci a poussé la blague jusqu'à rendre l'âme avant de pouvoir accepter des excuses. Christine fait appel à un diseur de bonne aventure dont elle suit les conseils, mais rien ne fonctionne. Sauf, le croit-elle, quand elle sacrifie horriblement son adorable tout petit chaton d'amour trop mignon à la gloire du démon. À la suite de ça, elle se sent mieux, me demandez même pas comment c'est possible, et elle accompagne son mec à une première rencontre avec ses beaux-parents, qui la trouvent un peu trop roturière pour leur goût de gros richoux et sur qui elle veut faire une bonne impression. Malheureusement, elle sera vite rattrapée par ses démons au sens littéral, et tout va aller de mal en pis jusqu'à ce que le diseur de bonne aventure lui suggère de faire appel à la médium de la scène d'introduction, qui, contre la modique somme de 10 000 balles, veut saisir l'occasion de prendre sa revanche sur le démon qu'elle n'a pas réussi à vaincre 30 ans auparavant. La médium clame après avoir fait parler une chèvre et fuir le démon, mais le diseur de bonne aventure prévient Christine qu'elle n'est pas débarrassée pour autant. Elle décide alors de redonner le bouton maudit à la vieille, même si elle est déjà morte et enterrée. La tâche n'est pas aisée, mais Christine réussit à lui faire bouffer son bouton, alors tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, et la voilà qui part retrouver son copain à la gare pour des vacances en amoureux bien méritées.
Mais ça, c'était sans compter sur le bouton qui refait surface suite à un quiproquo, que Christine se sente à nouveau menacée, que la peur la conduise à tomber sur les rails, et qu'au moment où un train menace de la réduire à l'état liquide, la Terre s'ouvre pour l'entraîner jusqu'en enfer. Alors c'est sûr que dit comme ça, cette pauvre Christine, elle semble vraiment ne pas avoir de chance et se faire persécuter par un très méchant démon. Mais on va voir qu'en fait, beaucoup d'éléments sont faits pour que les événements paranormaux soient présentés de manière très subjective et qu'on remette en doute la fiabilité du point de vue de Christine. Déjà, peut-être qu'un détail qui n'en est pas un vous aura sauté à la figure au moment de regarder le film. C'est que lorsque Christine se fait projeter tout un tas de substances dégueulasses à la figure, et donc notamment dans la bouche, les plans sont assez longs pour qu'on prenne bien le temps de voir le liquide la salir, histoire d'en faire des caisses, de nous dégoûter au maximum, et de nous faire ressentir le dégoût de Christine. Sauf qu'à chaque fois, lors du plan d'après, Christine n'a aucun résidu sur le visage et se retrouve toute propre. Lors de la séquence où Christine commence par saigner du nez à son bureau puis à littéralement vomir du sang en geyser à la figure de son patron, qui n'a jamais rêvé de faire ça honnêtement, il y a un vrai décalage entre l'absurdité de ce qui est en train d'arriver et la réaction des gens. Face au geyser de sang, la seule inquiétude de son patron est de savoir s'il en a reçu dans la bouche. Et c'est le signe, selon moi, que Christine projette à ce moment-là ses propres peurs sur les personnes de son entourage. Autre aspect qui peut nous faire douter de manière assez évidente que Christine s'imagine des choses, c'est l'aspect grossier des effets spéciaux et le côté très kitsch des apparitions qui s'en prennent à elle. Certes, de la part du réalisateur d'Evil Dead, on ne peut que savourer ce second degré dans l'horreur, mais c'est à mon sens une manière de représenter l'horreur comme cela figurerait une personne lambda qui nourrirait ses hallucinations à coups de clichés populaires. Maintenant, pour plonger un petit peu plus dans la mise en scène, voyons voir ce qu'il se passe dans la séquence d'introduction. Lors de la séance Panic Cinéma, je me rappelle qu'une personne dans le public m'a demandé, à juste titre, mais si Christine imagine tout ce qui lui arrive, comment expliquer ce qu'il se passe dans la scène du premier exorcisme où elle n'est même pas présente, peut-être même pas née. Notons que dans cette séquence, la présence maléfique est avant tout figurée par des ombres, un élément mutable, par excellence évocateur de projection, de subjectivité et d'immatérialité. Les ombres seront d'ailleurs beaucoup reprises pour représenter la présence qui menace Christine. Au niveau matériel, ce qu'on voit dans cette scène, c'est un enfant qui tombe par-dessus une rambarde, comme il peut y avoir des tas de raisons pour que ça arrive malheureusement, sans impliquer l'intervention d'un démon. Il peut avoir eu peur, être tombé par accident, quelqu'un a pu le pousser sans le vouloir, etc. Les plans sont suffisamment rapprochés pour laisser libre cours à l'imagination. Au moment où la terre s'ouvre pour aspirer l'enfant, on passe de nouveau par ce jeu d'ombre projeté sur le visage de la médium. Les parents de l'enfant ont disparu, et à ce moment-là, tout se passe dans le regard de la médium, comme l'indique justement ce jeu de projection. Le regard de la médium qui, a priori, croit à ces choses-là, ou qui préfère simplement interpréter cette tragédie de cette manière par culpabilité, alors que ce qu'il s'est sans doute passé, c'est que le gamin est mort au moment de sa chute, comme ça semble être le cas dans le plan en top shot. Est-ce que le diseur de bonne aventure et la médium participent au délire de Christine parce qu'ils voient les mêmes choses qu'elle ou par charlatanisme? Peut-être un peu des deux, mais en tout cas, ils ne l'aident jamais gratuitement. But you must understand, the woman who can help us must put herself at great risk. She will not do that for free. What do you need from me? $10,000. Cash. By tomorrow. Et il faut dire que c'est pas compliqué de jouer sur les croyances de Christine. Mettons en relation deux scènes complémentaires. La scène où Mrs. Ganush formule sa malédiction dans le parking, et la scène où Clay et Christine sont en voiture après l'exorcisme et qu'un vieux monsieur planté au milieu de la route leur balance des insultes. Du côté de Mrs. Ganush, la contre-plongée, la petite brise dans les cheveux et surtout l'auréole créée par l'ampoule derrière elle donnent une dimension mystique à ce moment dans le regard de Christine. Les éléments les plus vulgaires du quotidien, à savoir un courant d'air et un luminaire de parking, sont manipulés pour donner une dimension beaucoup plus puissante à ce qu'il est réellement en train de se passer, et nous faire sentir que cette malédiction aura des conséquences, alors qu'à ce moment-là, absolument aucun élément surnaturel objectif ne vient prouver que Mrs. Ganush a réellement le pouvoir de la maudire. Lors de la séquence du vieux monsieur sur la route, lui aussi il maudit Christine avec véhémence, mais là, avec Clay à ses côtés qui incarne la rationalité, l'homme n'apparaît que comme ce qu'il est, un type énervé et peut-être un peu fêlé qui balance des inepties à des conducteurs. À son regard, on voit que Christine le prend comme une continuation de sa malédiction, alors que Clay voit la vraie nature des choses. Et pour nous spectateurs, ça nous fait relativiser sur la malédiction initiale. On se rend compte qu'en fait, des personnes âgées un peu flippantes qui ont recours à un langage mystique pour engueuler les jeunes, il y en a plein. Et que ça veut pas forcément dire qu'on est vraiment maudit quand ça arrive, heureusement. Mais du point de vue de Christine, et en tout cas quand elle pense être maîtresse des choses,
beaucoup d'événements prennent une connotation religieuse. Par exemple, quand elle dit à Mrs. Ganush dans un premier temps qu'elle va essayer de l'aider, celle-ci lui répète « bless you », autrement dit « Dieu vous bénisse ». C'est donc ce que Christine entend quand elle a conscience de faire le bien, en comparaison avec la suite où, à sa culpabilité, viendront s'ajouter les paroles agressives de Mrs. Ganush, proférées dans un langage inconnu. Mrs. Ganesh. Voyons aussi la scène où Christine va déterrer le corps de son ennemi pour lui redonner le bouton maudit. Lorsqu'elle pense avoir réussi, elle a soudain droit à un plan en contre-plongée qui lui donne des allures d'héroïne iconique qui se tient du côté du bien alors qu'une croix trône fièrement derrière son épaule droite dans le décor, semblant combattre la malédiction à ses côtés. À ce moment-là, on croit à sa victoire. Pourtant, quelques secondes plus tard, alors que la situation se retourne contre elle, Christine est embourbée jusqu'au cou dans la tombe et cette même croix lui tombe sur la tête et l'assomme, dans un plan en plongée cette fois-ci. Sans mauvais jeu de mots. Certes, elle s'en sort quand même après, mais le message est clair. Cette croix n'était qu'un objet, et en l'occurrence un objet lourd, qui n'était pas plus là pour la soutenir que pour l'enfoncer, et sur lequel la mise en scène a projeté les envies de Christine d'être validée par le bien. Pour achever d'expliquer pourquoi on peut dire que tous les événements surnaturels se passent dans la subjectivité du regard de Christine, j'attire votre attention sur tous ces moments où la caméra suit ses yeux. Lors de nombreuses séquences, Christine redoute une apparition, et l'on voit d'abord ses yeux ou son visage en plan serré, puis elle tourne la tête, ce qui initie le mouvement de la caméra ou le changement de plan, et la révélation des choses étranges se font toujours dans la continuité de ce mouvement, comme si elle était à chaque fois l'instigatrice des manifestations paranormales, et que c'est parce qu'elle y pense, parce qu'elle les redoute, qu'elles se produisent. J'y reviendrai aussi plus tard dans l'analyse, mais le film est ponctué de plans rapprochés sur son visage et sur ses réactions, ce qui renforce l'impression de subjectivité, et le procédé atteint son paroxysme lors de la dernière séquence, avec un gros plan sur ses yeux, doublé d'un plan encore plus rapproché, qui va d'un œil à l'autre. C'est là que se situe la terreur, aussi bien son origine que son effet, plutôt que dans le vulgaire bouton qu'elle est en train de regarder finalement. Bon. Maintenant qu'on a établi le fait que Christine est en quelque sorte une narratrice non fiable, comme on pourrait le dire en littérature, ou en tout cas qu'on ne peut pas faire confiance à son point de vue pour distinguer le surnaturel du naturel, on va prendre un petit peu de recul pour voir quelles sont les répétitions et les obsessions qui déterminent sa ligne de conduite, pour qu'on comprenne quelle est cette fatalité qui s'abat sur elle et pourquoi. Pour ça, je voudrais m'appuyer sur une citation de Freud. Alors je prends les devants, je rappelle que je suis tout sauf psy, que je ne suis pas là pour conseiller ou déconseiller des pratiques ou des théories, et que je me sers simplement d'idées et de schémas de pensée importants dans notre civilisation pour faire un commentaire esthétique sur une œuvre de fiction. Donc en tout cas, Freud a écrit dans son essai Au-delà du principe de plaisir que le fait curieux dont nous avons à nous occuper maintenant consiste en ce que la tendance à la reproduction fait surgir et revivre même des événements passés qui n'impliquent pas la moindre possibilité de plaisir, des événements qui, même dans le passé et même pour les penchants ayant subi depuis lors une répression, ne comportaient pas la moindre satisfaction. Ce que Freud dit à ce moment-là, en tout cas ce qui m'intéresse et surtout ce que j'en comprends, c'est que d'habitude, une personne va refouler les choses en elle qui, si elles étaient libérées, lui causeraient du déplaisir ou de l'inconfort, et que donc l'inconscient agit normalement selon le principe de plaisir, en occultant de notre esprit les choses qui nous gênent pour nous protéger de cet inconfort, et qu'on se sente bien. Je crois. Mais donc là, ce qu'il observe, c'est une névrose qui n'obéit pas au principe de plaisir, et qui conduit une personne à sans cesse reproduire un comportement ou revivre une situation qui ne lui apporte aucun plaisir. Au contraire, son idée, c'est qu'une personne peut avoir subi un traumatisme il y a longtemps et être restée en partie coincée au niveau de ce traumatisme. Et de cette obsession inconsciente naît une tendance à la reproduction d'un comportement qui va rappeler ce traumatisme. Bon, et bien, si je ne m'abuse, c'est exactement ce qu'on observe chez Christine. Comme je le disais en introduction, je ne vais pas répéter ce que mes collègues anglophones ont démontré sur le fait que ce dont Christine souffre, c'est sans doute un trouble de l'alimentation, mais on parlait à l'instant de répétition et de reproduction d'un traumatisme. Il suffit de voir le nombre de fois que Christine avale des choses contre son gré et à quel point la nourriture semble être un problème tout au long du film, pour comprendre que c'est là qu'est le traumatisme. Et donc moi, ça m'intéresse de m'attarder sur la manière dont la bouche de Christine est mise en scène, parce que bien évidemment, c'est très lié. La bouche de Christine, c'est tout simplement par là qu'on fait sa connaissance, si j'ose dire. C'est la première partie d'elle qu'on découvre distinctement, avant même de voir son visage. Surcadré dans le rétroviseur, ce focus particulier annonce le leitmotiv du film. J'aurais presque envie d'ajouter qu'avant même de voir Christine, la toute première chose qu'on voit d'elle, c'est le futur bouton maudit de son manteau, et que donc ces deux éléments se trouvent intimement liés à notre insu dès le départ. Un petit peu plus loin dans le film, lorsque Christine dort paisiblement auprès de Clay, une mouche va lui faire l'affront de rentrer dans sa bouche. Un zoom très long et très lent sur son visage suit un peu le trajet de la mouche et joue avec notre attente. D'abord, on nous laisse penser qu'elle va aller lui taquiner l'œil,
puis finalement elle s'en détourne pour faire un petit tour rapide dans son nez, qui est déjà suffisamment chatouilleux à regarder, et enfin, elle décide de terminer son chemin dans l'estomac de Christine, en passant par sa bouche. Ce jeu du plan qui se rapproche extrêmement près et qui suit le parcours indécis de la mouche, c'est purement pour faire grandir notre dégoût au fur et à mesure, nous faire redouter le pire, et quand il arrive, rendre ce moment le plus impactant possible. Et rendre aussi dramatique que possible l'idée qu'elle avale quelque chose. A contrario, quand elle veut se donner de la prestance pour demander une avance à son patron, un plan rapproché nous montre Christine en train de se mettre du rouge à lèvres, comme si c'était par sa bouche que passait sa dignité et son assurance. C'est un détail, mais dans la continuité du film, ça renforce l'idée que les enjeux du personnage tiennent à sa bouche, et donc par extension à l'ingestion. En termes de reproduction d'un comportement qui occasionne du déplaisir, on note aussi que Christine se fait arracher des cheveux à plusieurs reprises par Mrs. Ganush, dont 2 fois alors que Mrs. Ganush est déjà morte. Ça en dit long sur l'idée que Christine reproduit peut-être inconsciemment par elle-même une action initiale qui l'a choquée. Et donc tout ça pour dire clairement, en fait, que Christine est bien la seule personne responsable de son malheur. Pas du tout responsable dans le sens de c'est bien fait pour elle et c'est tout ce qu'elle mérite, parce que de toute évidence, elle lutte contre un trouble puissant et qu'elle est en proie à des angoisses profondes, mais dans le sens où aucune force extérieure ne lui veut du mal, et que c'est contre elle-même qu'elle se bat tout au long de l'histoire. Pour introduire cette dernière partie, je vais ressortir mon Freud et donner un autre morceau de la citation. Certaines personnes donnent, en effet, l'impression d'être poursuivies par le sort. On dirait qu'il y a quelque chose de démoniaque dans tout ce qui leur arrive, et la psychanalyse a depuis longtemps formulé l'opinion qu'une pareille destinée s'établissait indépendamment des événements extérieurs, et se laissait ramener à des influences subies par les sujets au cours de la première enfance. Bon, alors mis à part le fait qu'on ne peut rien dire de l'enfance de Christine, il est donc question que les personnes qui ont une tendance à reproduire inconsciemment les comportements qui vont les rendre malheureux vont donner l'impression que ce sont les choses extérieures à eux-mêmes qui jouent contre eux, avec une telle constance que ça ressemble à une malédiction. Pour prendre les choses au début, regardons l'apparition de Mrs. Ganush. Avant cette séquence, on sait que Christine n'est déjà pas tellement dans son assiette parce qu'elle a entendu sa belle-mère dire à Clay au téléphone qu'il ferait mieux de se trouver une fille digne de lui. On retrouve la jeune femme à son bureau, dans un plan large, où personne n'est assis en face d'elle. Elle regarde son collègue et son patron discuter, et elle entend que son collègue est en train d'offrir des billets de foot au patron, et donc d'essayer de décrocher la promotion en faisant ami-ami. La caméra se rapproche alors d'elle, pour qu'on se rapproche de son ressenti, et de la détresse qui s'empare d'elle. C'est sur ce plan qu'on entend le bruit des ongles de Mrs. Ganush tapoter sur la table. Le son prend le pas sur la conversation, comme s'il la remplaçait dans l'esprit de Christine, comme une mauvaise pensée qui viendrait altérer son jugement. Christine tourne alors la tête, et c'est son regard qui dirige la caméra pour découvrir la fameuse main, qui ici n'est pas qu'une main, mais tout le sujet du cadre, une figure sale et menaçante, qui introduit déjà l'idée de reproduction et de répétition d'un son désagréable. Pourquoi, alors, Mrs. Ganush ne serait-elle pas une invention que Christine place dans son quotidien pour personnifier ses angoisses, relatives à son travail et à sa vie personnelle? Je n'ai pas d'avis arrêté quant à savoir si Mrs. Ganush existe réellement et est en fait une vieille dame étrange à qui Christine suppose des pouvoirs surnaturels, ou si elle est une invention de A à Z, ou encore si elle est une personne lambda sur laquelle Christine projette la crainte de ce qu'elle deviendra si elle continue à ne pas se nourrir suffisamment, ce qui est une thèse avancée dans l'une des vidéos que je vous ai donnée en référence. On revient donc à ces moments où c'est le regard de Christine qui initie le mouvement de caméra, qui conditionne l'apparition dans le cadre d'éléments surnaturels, comme je l'évoquais dans la première partie. Mais regardons aussi le moment où Christine se dit que sa seule chance, c'est peut-être de sacrifier un animal. Elle est penchée sur les pages du livre du 10 heures de Bonaventure, et un gros plan nous montre le massacre d'un mouton. Tout comme pour les ongles de Mrs. Ganush, c'est le miaulement du chat qu'on entend lorsqu'on est en plan serré sur son visage, et qui lui fait tourner la tête vers son chaton. À ce moment-là, c'est évident pour nous que ce montage fait le lien entre l'idée d'un sacrifice animal et le chat. Mais pour Christine, ça semble encore impensable. Ou disons que ça doit encore être au niveau de son inconscient, et que la compréhension que le spectateur a de l'histoire est égale à l'inconscient de Christine. Car à peine ce lien est fait entre le livre et le chat, que la prochaine manifestation démoniaque commence. Je fais un petit ajout en voix off pour repréciser quelque chose que j'ai oublié de dire au tournage, mais lorsque Christine se réfugie dans sa chambre, vous avez, à côté de sa porte, un poster qui représente un chaton qui ressemble beaucoup au sien, dans une position qui rappelle celle du mouton dans l'illustration du livre. Et le poster est dans un coin du cadre, tout comme l'idée de potentiellement sacrifier son chaton est dans un coin de la tête de Christine, sans en avoir tout à fait conscience. Comme nous, là, voilà, des choses qui sont en bordure de cadre, en tant que spectateur, c'est des choses qu'on voit, qu'on sent plus ou moins, mais qui sont pas vraiment le focus de notre esprit. Le bord du cadre représente l'inconscient de Christine, et ce lien qui continue d'être fait avec l'image du chaton permet de montrer qu'en fait toute cette manifestation démoniaque est en fait liée à sa pulsion inconsciente de tuer son chaton.
Et revient le leitmotiv du son qu'on entend quand on est face à Christine, le jeu des ombres, et aussi la torsion de l'axe, comme il y en a beaucoup dans le film lors des manifestations surnaturelles, et qui, alors qu'on est dépendant du point de vue de Christine, peut indiquer que son point de vue vacille et qu'on ne peut pas s'y fier. Et bref, c'est parce que ce moment de lutte contre le démon suit le lien inconscient qu'elle a fait entre le livre et le chaton, qu'elle va le tuer. Et en fait, j'irai même plus loin en suivant le raisonnement de Freud, et je dirais que c'est parce qu'elle a fait le lien entre le livre et le chaton qu'elle a conçu le pire dans son esprit, et qu'elle redoutait tellement que ça doive arriver, qu'elle a imaginé cette violence qui est en fait une violence intérieure, et qui a fini par la faire se sentir obligée de tuer son chaton. Et puisque je parle de s'auto-conditionner à un certain comportement qui nous empêcherait de prendre du recul, j'en viens à parler de l'utilisation de la contre-plongée dans le film, qui est, à mon avis, utilisée assez brillamment. La contre-plongée est très souvent utilisée au cinéma pour évoquer une position de pouvoir ou de domination, comme c'était le cas dans la scène de Malédiction. Christine est elle-même très souvent filmée en contre-plongée, pourtant on la sent rarement maîtresse des événements. Pourquoi alors cet usage répété et inattendu de ce type de cadre, pour filmer un personnage qui subit ce qui lui arrive? Tout d'abord, on remarque que le film est parsemé de moments où le visage de Christine est filmé en plan serré et en contre-plongée. C'est une manière d'isoler Christine avec le sujet de sa crainte, de symboliser que cette crainte n'existe que pour elle, à l'intérieur d'elle, et n'est pas exposée au reste du monde. Ces plans suggèrent un dialogue intérieur qui s'ignore. D'ailleurs, dans la séquence chez les parents de Clay, dès que Christine commence à délirer, on repasse sur les plans en contre-plongée et sur des torsions de l'axe de caméra. Mais au-delà du désir de représenter la subjectivité de son point de vue, il y a aussi la dimension très intéressante selon moi de nous rappeler à quel point Christine est en fait effectivement en position de pouvoir vis-à-vis des choses qui lui arrivent. Elle est en position de pouvoir quand elle refuse le prêt à Mrs. Ganush par exemple, même si elle ne le ressent pas comme ça. Et par contraste ironique, elle se sent en situation de pouvoir et d'assurance quand elle déterre Mrs. Ganush et quand elle part rejoindre Claire à la gare, alors qu'il s'agit en fait d'une confiance illusoire, baignée des croyances qui causeront sa perte. Car c'est bien parce que Christine a choisi de croire qu'un bouton est maudit qu'elle va reculer toute seule, sans que rien ne l'y force, jusqu'à tomber sur les rails. À ce moment-là, un train arrive, mais juste avant l'impact, la Terre s'ouvre pour l'entraîner en enfer, comme si la malédiction s'accomplissait. Sauf que selon moi, il ne fait aucun doute que ces deux événements sont en fait le même. C'est pourquoi ils arrivent au même moment, sans quoi la présence du train ne servirait à rien dans cette scène, si de toute manière elle se fait choper par les démons. Donc à ce moment-là, la lecture surnaturelle et la lecture rationnelle se superposent, avec en réalité Christine qui se fait écraser par un train, mais qui y voit, elle, l'ultime effet de la malédiction. Alors qu'en fait, elle est juste tombée toute seule sur les rails quand il ne fallait pas. Et on a donc droit au dernier échange de plongée et contre-plongée du film, avec cette fois-ci Christine qui devient le sujet de la croyance, et le regard de Clay qui se retrouve isolé face à cet événement. La fin est ouverte. Est-ce qu'il vient de voir sa compagne simplement se faire écraser par un train, ou est-ce qu'à force, il a été influencé par son interprétation des choses, et commence à se dire lui aussi que ce bouton est maudit? Et auquel cas, est-ce que c'est lui qui devient propriétaire du bouton et qui va hériter de la malédiction? Bref, c'est le dernier plan du film, alors on ne saura pas, faites-vous votre avis. Voilà, j'arrive au bout de ma démonstration. Pour moi, le tour de force de ce film, c'est donc de représenter avec une double lecture ce qu'est réellement une malédiction, ou du moins ce que c'est tel que pouvait le concevoir Freud, c'est-à-dire un autosabotage constant, dû à des angoisses qui nous gouvernent et qui vont sans cesse nous faire faire les choix qui conduiront les choses à se produire comme on redoute qu'elles se produisent, et à croire que l'univers entier est contre nous, alors qu'il ne fait que répondre à nos propres dispositions. Sous ces airs de films d'horreur à moitié comiques aux effets kitsch, Jusqu'en Enfer réussit à mettre tout ça en scène avec une grande intelligence. On a donc évoqué la manière dont le point de vue du personnage principal nous est montré comme étant biaisé, et comment Christine s'en remet à ses croyances plutôt que de vouloir prendre ses responsabilités. Ensuite, on a décortiqué la reproduction des événements malheureux qui la tiennent sous le joug de ses angoisses et déterminent sa conduite. Et enfin, on a vu comme le film en fait un personnage de victime tout en nous montrant, grâce au cadre, au mouvement de caméra et au montage, que c'est bien elle qui est maîtresse de ce qui lui arrive. Enfin, maîtresse de ce qui lui arrive dans le sens où le surnaturel n'intervient pas réellement, mais tout de même dans les limites de ce que peut permettre une maladie comme le trouble alimentaire dont elle souffre, je suppose. Je remercie encore Panic Cinéma pour la séance du 13 octobre dernier, merci aussi aux personnes qui étaient présentes, c'est vraiment à cette occasion que j'ai eu envie de faire cette vidéo, et aujourd'hui je suis bien contente de l'avoir faite. Merci d'avoir regardé, et avant de vous quitter, je vais donc vous parler un peu plus du partenaire de cette vidéo, le Festival du Fantastique de Béziers. Créé en 2019, il promeut la création autour du fantastique avec un thème différent chaque année. Cette année, le thème c'est Possession et le président du jury n'est autre que notre cher Romain Houlès, dont je vous ai déjà parlé dans mes vidéos sur Millicent Patrick, qui tient une formidable chaîne YouTube sur les masques et les maquillages FX dans les films d'horreur. Pour ma part, j'ai moi-même l'honneur de faire partie du jury court-métrage. Comme je le disais en introduction, le festival propose 3 concours. Court-métrage, mais aussi illustration et nouvelles. Donc peut-être que vous êtes doué avec une caméra, et si vous ne l'êtes pas, peut-être que vous le serez avec un crayon,
Et si vous n'êtes pas non plus, peut-être que vous le serez avec les mots. Le festival est totalement gratuit et il a lieu du 7 au 9 octobre 2022. Pendant ces 3 jours, les œuvres soumises seront présentées au public et à la fin, un superbe trophée est remis aux gagnants. Information importante, les 3 concours sont ouverts jusqu'au 31 mars, c'est-à-dire dans pas si longtemps, alors si vous voulez participer, bougez-vous et retrouvez toutes les infos sur le site, dont je vous mets le lien en description. Voilà, ce coup-ci j'ai vraiment terminé, alors remercie d'être resté jusqu'au bout et à très vite.